Comment peindre un métal non métallique, aussi appelé NMM? Et salut les copains et bienvenue en ce 20e jour du challenge confinement. Et aujourd'hui, on va répondre, ou en tout cas tenter de répondre, et je dis bien partiellement, et vous comprendrez pourquoi, à une question qui m'est tellement souvent posée, à savoir comment peindre un métal non métallique. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je rappelle les 2-3 petites choses importantes pour la chaîne. Si la vidéo t'a plu, à la fin, n'oublie pas de mettre le petit pouce en l'air. N'oublie pas non plus de partager la vidéo, c'est hyper important pour la chaîne. Et bien évidemment, si tu souhaites ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner et activer la petite cloche. Le challenge confinement, c'est quoi? C'est un challenge où je fais une vidéo par jour pendant le confinement, et pour ça, je réponds à tes questions que tu viens me poser ici dans les commentaires YouTube. Voilà, c'est parti pour la suite. Alors pourquoi je dis qu'on va y répondre partiellement? C'est parce que le métal non métallique, c'est un sujet qui est très vaste, parce que la peinture du métal sans pigment métallique est assez complexe. Pourquoi elle est complexe? Tout simplement parce que le métal a vraiment, et d'une manière générale pour tous les métaux, a vraiment un comportement très particulier à la lumière, puisqu'il la réfléchit énormément et de manière un peu spéciale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur un tissu, sur la peau ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc pour vraiment faire le tour du sujet, il faudrait étudier plusieurs métaux déjà, plusieurs aspects des métaux. Est-ce que le métal est neuf? Est-ce que le métal est vieux? Est-ce que le métal est cabossé? Est-ce qu'il est tout droit? Est-ce qu'il est... Bref, il y a plein de choses. Et en plus de ça, il faudrait étudier aussi plusieurs types de formes, parce que les formes ont vraiment une attitude face au métal qui est très particulière. On va pas peindre une plaque de métal de la même manière qu'on va peindre une boule en métal. Et pour ça, je t'invite à aller voir quelques références parce que c'est vraiment hyper important d'arriver à comprendre comment se comporte le métal dans la vie pour pouvoir essayer de le reproduire en métal non métallique. Par exemple, tu peux aller voir une boule en métal en prenant plusieurs métaux, tu vas voir un cylindre en métal, tu vas voir un cube en métal et tu vas avoir une plaque en métal. Et bien déjà avec ça, tu vas avoir tu vas avoir plusieurs idées de comment se comportent ces formes et tu vas ensuite pouvoir les reproduire sur ta figurine en décomposant, on va dire, les formes de la figurine. Par exemple, si tu veux faire, mettons, un casque qui a une forme relativement ronde, eh ben, tu vas pouvoir reproduire plus ou moins les reflets du métal que tu vois sur les boules. Par contre, si tu viens peindre la jambe sous une armure d'une de tes figurines, là, on sera plutôt sur une forme relativement cylindrique. Et donc, du coup, il faudra reproduire plus ou moins le cylindre. Donc c'est pour ça, je dis, il faut vraiment aller voir les références. Là, je t'en ai mis un petit peu pendant que je parlais pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. Mais du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la peinture plus ou moins d'une plaque, plus ou moins, puisqu'on va faire le travail sur une lame. Alors voilà la lame, en l'occurrence. Donc là, on est sur une recette que je n'ai pas inventée du tout, puisque je l'ai plus ou moins piqué à Squidmar Miniature, donc un autre youtubeur. Alors si vous êtes à l'aise en anglais, je vous invite à aller le découvrir parce que franchement il fait des trucs très sympas. Et là c'est une méthode pour pouvoir faire du métal non métallique assez rapide et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que là comme vous pouvez le voir c'est sur une lame ogre et ces lames sont toutes plates, et donc du coup il faut arriver à leur redonner un petit peu, on va dire, d'intérêt, parce que sinon on fait juste une plaque et c'est franchement un peu chiant. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, comme pour toute recette de métal non métallique, type argent, métal classique, enfin tout ce qui n'est pas or ou autre, on a besoin donc de noir, de blanc et de teinte de gris intermédiaire pour lisser le dégradé. Ensuite, au-delà de ça, on va avoir, pour cette recette en particulier, on va avoir besoin de, alors, un espèce de marron un peu désaturé, assez foncé. En l'occurrence, là, je l'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente, donc je reprends mon Smoky Ink, que je vais venir peut-être ajouter de noir ou autre, on verra, mais en tout cas, ça c'est pour la partie la plus sombre de la lame, qui va venir bien contraster, bien trancher avec justement le tranchant de la lame. Ensuite, on va aussi avoir besoin de Desert Yellow, enfin de Desert Yellow, d'un marron beige jaune verdâtre un peu clair comme ça. Et on va aussi, en tout cas moi je vais utiliser
il est là, du turquoise, comme ça. Alors ces deux couleurs, elles sont là pour donner du peps au tranchant de la lame, puisqu'on va faire l'effet, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, ligne d'horizon je crois, où on va avoir comme le reflet du sol sur le bas de la lame et comme le reflet du ciel sur le haut de la lame. Et enfin, donc pour la partie sombre qu'on va venir un petit peu salir, pour faire de la rouille, moi je prends ces trois teintes là, donc du Parasite Brown, du Hot Orange et du Dwarf Skin. Donc c'est voilà, trois teintes qui viennent se mêler les unes aux autres pour faire de la rouille, mais je prends aussi, j'ai failli l'oublier, du Charred Brown, donc là on est sur un marron bien sombre. Voilà, donc avec tout ça, on a de quoi faire, bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir toutes ces teintes. On peut très bien se limiter à 2 teintes pour la rouille, on peut très bien aussi faire toutes ces nuances de gris en n'utilisant que du noir et du blanc. Là, c'est simplement pour me faciliter la tâche. Donc, c'est parti. Donc, déjà la première partie qu'on va faire, c'est peindre le plat de la lame. Donc pour peindre le plat, je vais faire un mélange entre mon ombre marron et un petit peu de noir. Je veux quelque chose de bien sombre pour que ça tranche bien, pour que ça contraste bien avec le fil de la lame. Donc là pour l'instant on barbouille, hop, on fait toute la lame, on s'en fout, de toute façon on viendra repasser les couleurs derrière pour le fil. Donc on va faire une couleur de base sur toute la lame, et on va venir dégrader très légèrement pour avoir du plus clair dans la partie inférieure ici. Pour dégrader, donc au fur et à mesure, je vais mettre de moins en moins de noir, je vais prendre de plus en plus dans ma couleur de base, et je vais venir appliquer plusieurs couches comme ça, pour créer un dégradé assez fondu. Après, on se prend pas trop la tête non plus, c'est une méthode qui doit être rapide, et en plus de ça, de toute façon, derrière, on va venir ajouter des taches de rouille, donc forcément, ça va venir péter, ça va venir gâcher, ça va venir cacher, pardon, les potentielles erreurs dans le dégradé. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait notre petit dégradé. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Maintenant, on va s'occuper de la couche de base de la lame, du fil de la lame, et pour ça, on va prendre notre gris intermédiaire, qui est donc le mélange de ce gris-là et de ce gris-là, donc celui-ci. Donc là, on va juste passer un aplat pour créer du volume, parce que là, la lame est plate, ça me plaît pas, donc on va venir créer un fil de la lame ici. On va essayer de faire ça proprement, histoire de ne pas avoir rattrapé 12 000 trucs. Donc là, c'est vraiment au goût de chacun de faire la largeur qu'il souhaite. Puisque de toute façon, il n'existe pas vraiment. La forme de la lame s'y prête, mais il n'existe pas ce fil. Donc on vient le créer par plus ou moins effet d'optique. Donc là, voilà, on vient passer la couche de base par un plat jusqu'à obtenir une couche homogène. Je fais ça et je vous reprends. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a peint le fil de la lame. C'est quelque chose, voilà, c'est un aplat tout simple. Et maintenant, on va venir placer ces premières lumières de manière assez brutale, donc il n'y aura pas de dégradé tout de suite, mais ça permet déjà de savoir où est-ce qu'on va placer les points de lumière sur la lame. Alors, le métal, c'est pas quelque chose qui se comporte par exemple comme un tissu, c'est pas lumineux là où il y a la source de lumière, puis qui va en dégrader dans les ombres. Il y a des, on va dire, il y a des espèces, notamment sur des lames comme ça, donc sur des surfaces plates, il y a des espèces d'aller-retour dans les ombres et lumières en fonction de l'angle. Donc c'est plus compliqué à mettre en place, mais par contre l'avantage c'est qu'on peut le faire de manière plus ou moins aléatoire en fonction de ce qu'on veut obtenir d'un point de vue esthétique. Donc là, on va prendre le gris plus clair, hop, celui-ci,
et on va venir placer les lumières. Le seul endroit où on va en placer une à coup sûr, c'est ici, parce qu'il y a une espèce de cassure, donc on va la marquer, comme ça, voilà. Ici, ce sera le lieu d'une lumière forte, et ça va être juxtaposé à une ombre forte. Donc du coup, forcément, ici, il y a une lumière, et ensuite, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc là, moi, je veux que la lame soit quand même assez claire, donc je vais tirer la lumière assez loin. Voilà. Alors, ça a tendance... Alors, je sais pas, je saurais pas expliquer la théorie, hein, mais moi, dans tout ce que j'ai pu regarder, le dégradé, il a tendance à aller chercher plus loin dans l'éclair sur le bord et à remonter en foncé au milieu. Donc du coup, c'est ce que je vais refaire ici. Encore une fois, je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi, mais ce que je sais aussi, c'est que quand je le fais, je trouve que ça ressort plutôt bien, et quand je le fais pas, je suis généralement pas satisfait de mon métallique, enfin de mon métal non métallique. Donc, je le fais. Donc on va venir replacer encore une lumière forte ici. Et une tout en bas. Voilà. Et ici, donc là on a dit que ça serait une ombre, donc on va en placer une petite comme ça. Et une beaucoup plus haute. Voilà, donc là, on commence à voir où vont être les lumières, où vont être les ombres. Et maintenant, tout le travail va consister à faire des petits glacis sur les transitions, mais aussi à renforcer les ombres et lumières. Parce que, on le sait, pour qu'un métal non métallique soit réaliste, il faut que les ombres soient très sombres et que les lumières soient très très brillantes, très claires. Donc du coup, on va commencer à jouer là-dessus. Alors, je viens prendre un mélange entre mon gris clair et mon gris intermédiaire. Hop, que je dilue pas mal. Et puis on va commencer à faire les transitions. Et donc là, tout simplement, je fais des allers-retours, des va-et-vient entre le gris, entre les deux gris qui sont comment dire, entre là en l'occurrence le gris le plus clair et le gris moyen. Je fais des allers-retours pour avoir un fondu qui soit relativement propre. Donc voilà, là par exemple, tout à l'heure on voyait que la transition était nette. Là tout de suite, le fondu est quand même vachement plus dégradé, vachement plus propre. Je vais faire ça sur toutes mes transitions, et je vous reprends juste après. Alors, voilà où on en est. Donc là, je n'ai fait que reprendre les transitions, je n'ai fait que les lisser, et donc du coup, on voit bien qu'on a des dégradés qui sont beaucoup plus propres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur ce tranchant de la lame, on va venir pousser sur les ombres et aussi pousser sur les lumières. Alors dans un premier temps, je vais venir pousser sur les ombres. Donc pousser sur les ombres, ça veut dire tout simplement que je vais aller chercher avec ce gris-là, et peut-être aussi en ajoutant un petit peu de noir pour vraiment trouver des contrastes forts dans les zones ici qui sont donc les zones d'ombre. Là par contre, il faut y aller vraiment mollo parce que elles sont de plus en plus petites, donc forcément, si on en dépasse, on va avoir une cassure avec les zones de lumière, avec le dégradé qu'on a fait juste avant. Donc pour ça, on vient diluer pas mal sa peinture, voilà, pour avoir quelque chose à peu près, je dirais, comme ça. Non, là c'est encore trop. Voilà, comme ça. Donc on vient bien décharger son pinceau, une peinture bien diluée, et là voilà, ça marque un tout petit peu, mais pas trop. Donc on va venir passer comme ça dans le centre des ombres pour les renforcer un petit peu. Si ça marque un peu trop, c'est pas grave. On vient reprendre la teinte intermédiaire et on vient lisser les transitions comme on le fait à chaque fois. Voilà, donc là on a déjà un peu renforcé, mais je veux le faire encore plus marqué, donc je vais rajouter un tout petit peu de noir.
Voilà, faut que ce soit vraiment léger parce que sinon ça va vraiment marquer très très fort. Pour marquer un peu plus, là je viens carrément au noir pur mais très 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 dilué. Voilà. Là pour moi on est bien. C'est suffisant. Oups, par là. Donc là on a des contrastes qui sont quand même assez forts. On va encore les renforcer en allant chercher encore plus dans les lumières. Et donc pour aller encore plus dans les lumières, on prend du blanc pur. Et là on va vraiment... Donc on le dilue un peu quand même. Pas trop parce que sinon ça va baver. Voilà. Et on vient sur toutes les lumières max. Donc on va venir ici. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On a un métal qui est bien marqué, avec des lumières et des contrastes qui sont bien forts. Et pour finir ça, pour finir la partie brillante du métal, eh ben, on va reprendre les bords, ce que nos amis anglo-saxons appellent le edge highlighting. Donc avec le blanc, on va venir marquer déjà le bord ici. Faut pas hésiter à charger un peu plus le pinceau, avec une peinture pas trop diluée quand même, parce que sinon ça peut baver, mais à plus charger pour que ça remonte jusque dans le réservoir, et comme ça on peut venir avec le plat du pinceau et non pas la pointe. C'est beaucoup plus simple. Hop, donc là on a repris tout le bord, tout le fil, mais c'est pas fini. Maintenant, il faut qu'on reprenne le bord intérieur. Et alors là, c'est joie, puisque on ne peut le faire qu'avec la pointe, donc il faut un pinceau avec une bonne pointe, et en ce moment, ben, j'en ai plus. Donc, hop. Là pour le coup, je prends par contre le gris le plus clair et non pas le blanc. Je fais un premier test comme ça, et si vraiment ça fonctionne pas, on passera au blanc, mais pour moi logiquement le gris le plus clair est suffisant, étant donné qu'on a déjà un fort contraste avec la partie très sombre. Et donc là, eh ben, tout simplement, on vient avec la pointe. Alors je dis tout simplement, mais c'est ce qui est le plus dur finalement ici. On vient avec la pointe, donc on se rapproche petit à petit, on effleure, jusqu'à ce que ça marque. Et là, on essaye de pas faire de bavouille, comme je viens de faire là par exemple. Alors là, j'ai fait un beau caca, mais c'est pas grave, ça peut se rattraper facilement, et de toute façon, pour renforcer le contraste, on va repasser du noir juste à côté. Voilà. Donc là, on a fini la partie brillante, enfin la partie lumineuse. Donc on reprend un peu de noir. On va venir diluer un petit peu. Voilà. Et pas trop quand même. Et on vient remarquer le bord intérieur pour affiner le trait de lumière. Et cette fois, on est bon. On a un fil de la lame qui est bien marqué, qui est bien pétant. Donc, du coup, oui, sur ces lames-là, qui sont toutes grises, c'est un peu chiant, voilà, il n'y a pas trop... il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Et donc, du coup, on peut rajouter ces couleurs-là. On peut rajouter de l'intérêt à la lame, en venant faire ce que je disais tout à l'heure, donc le truc du ciel et sol, avec deux teintes comme ça. Une teinte pour le sol, une teinte pour le ciel. Ça peut être n'importe lesquelles en soi, mais bon, le ciel est généralement plutôt bleu, et le sol est plutôt généralement marron. Alors après, ça peut varier sur les teintes de marron. Là, je veux quelque chose d'assez froid, donc qui tire plutôt sur le vert pour faire le contraste avec la partie ici sur laquelle on va rajouter de la rouille, et donc du coup forcément ce sera beaucoup plus chaud. Et je veux quelque chose d'assez clair aussi pour avoir un contraste de clarté. Donc déjà, on va faire le haut. Donc là pour le coup on dilue énormément, on est vraiment sur un glacis.
Donc on prend un tout petit peu de peinture, on décharge, voilà, et on va venir passer les glacis comme ça, le bleu sur le haut et le marron sur le bas. Alors ça prend un petit peu de temps, forcément, c'est du glacis. Là je l'ai fait très très fin volontairement, ça sèche très vite, mais par contre, il va nous falloir pas mal d'étapes, pas mal de couches. Ici, quand on compare ici là à la transition, on voit bien que le bleu commence à se dessiner un peu. Là c'est beaucoup plus blanc et là c'est beaucoup plus dans les teintes bleutées. Le bleu d'une manière générale, ça a tendance à, on va dire, anoblir le métal. C'est-à-dire que ça fait un métal qui est plus propre, qui est plus neuf, qui est plus brillant, qui est plus noble d'une manière générale. Alors que les couleurs chaudes, comme le rouge par exemple, le bordeaux, l'orange, vont donner des teintes plus salies, plus métal plus vieux, moins noble, moins brillant. Voilà, juste pour info. Donc du coup là j'ai passé mes glacis de bleu. Hop. Je vais vous montrer un peu aussi avec le glacis de marron sur le bas. Et donc forcément là, ça va ajouter du contraste également. On voit vraiment les deux teintes apparaître. On voit vraiment la différence. Avec le haut qui est beaucoup plus bleuté et le bas qui est beaucoup plus tiré vers le marron, vert, jaune. Donc je vais renforcer ça et je vous reprends après. Donc une fois qu'on en est là, une fois qu'on a bien renforcé ces teintes, on va reprendre du blanc pur pour remarquer les lumières principales, pour avoir un côté très éclatant, parce que là forcément c'est teinté, donc on n'est plus sur du blanc pur. Donc on va reprendre du blanc un peu dilué. Hop. On va repasser sur les points de lumière max. Et voilà, une fois qu'on a fini de rééclaircir. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très pétant. On est sur quelque chose aussi qui est légèrement teinté, donc qui a plus d'informations, c'est plus agréable à l'œil. Et maintenant, pour finir cette lame, il ne nous reste plus qu'à faire la partie rouillée ici. Je prends un pinceau sur lequel j'ai coupé la tête en fait. Ça fait des poils qui sont très aléatoires, qui sont un petit peu comme ça, dans tous les sens. Voilà, enfin bref, on le voit ici, on voit très bien ce que je veux dire. Et donc du coup, pour ça, je vais venir passer ça, donc le Charred Brown, puis ensuite un petit peu de Parasite Brown et toujours... Alors je vais peut-être squeezer le Dwarf Skin, en fait je vais peut-être passer directement du Hot Orange. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Donc, voilà. Et on va faire ça graduellement sur les différentes teintes, en tapotant de plus en plus légèrement et aussi en redescendant progressivement vers le bas. Donc là, ça donne ça. Voilà. On est sur une lame bien usée, bien rouillée, mais qui reste pas non plus complètement décrépite, on va dire. Et pour remontrer, pour rehausser tout ça, pour montrer que c'est du métal, on va simplement reprendre le bord avec notre gris clair, celui-ci. On va reprendre le fil ici, toujours de la même manière, avec le bord du pinceau, avec le plat du pinceau. Et voilà, et là tout de suite, même de loin, on voit que ça fait vraiment la différence. Alors, il y a juste ça que j'ai un peu oublié. Hop. Et donc là, tout de suite, on est vraiment sur une lame très métallique partout. Alors ce qu'on peut faire, ce que j'avais pas fait sur le petit modèle que je vous ai présenté en intro là, c'est de rajouter des Battle Damage pour renforcer ce côté métallique. Voilà. On va venir rajouter comme ça des petits traits, des petits croisillons. Il faut vraiment effleurer la lame avec la pointe du pinceau.
Sinon, c'est vraiment beaucoup trop marqué. Petit passage apporte pas mal. Alors, faut faire un peu abstraction du gros pâté, là, ici, parce que celui-là, je l'ai foiré, encore une fois, à cause du pinceau, mais les autres, je les ai fait comme je le souhaitais, et donc, du coup, ça rajoute vraiment un aspect métallique à la lame. Je vais essayer de rattraper le petit caca, là, et je vous reprends. Et voilà ce que ça donne une fois finalisé. Donc, on a bien du contraste ici entre la partie bien sombre et la partie très brillante, très claire du tranchant de la lame. On a aussi un contraste avec le rouge ici, rouge orangé, versus des teintes plutôt bleutées, donc on a un contraste chaud-froid, puisqu'ici on est aussi sur un marron qui tire plus sur le vert qu'autre chose. Et bien évidemment, on a l'aspect métallique en reprenant les bords et en faisant les petits éclats avec du gris clair. Donc voilà pour cette recette. Et donc voilà pour cette recette de métal non métallique, j'espère qu'elle te plaira. Encore une fois, je le rappelle, c'est une idée de recette que j'ai chopée sur la chaîne Squidmar Miniature, donc je ne m'octroie pas les droits d'invention de cette recette. J'espère que tu auras bien suivi toutes les étapes et que maintenant tu en sais un petit peu plus sur le métal non métallique. Encore une fois, je le rappelle, inspire-toi, va chercher des références sur les différentes formes pour comprendre comment réagit le métal et pouvoir le reproduire sur toi, tes pièces à toi, parce que forcément ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, ne s'appliquera absolument pas à une boule, ne s'appliquera pas trop à un cylindre non plus, bref, c'est vraiment très dépendant de la forme. Donc là, je t'ai donné une recette, maintenant à toi de l'appliquer pour pouvoir faire ce que tu souhaites, mais encore une fois, en prenant des idées sur Internet pour savoir comment se comporte chaque forme. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, et bien comme d'habitude, je t'invite à mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner, à partager, à activer la petite cloche et à aller visiter le blog sur lequel tu peux télécharger le guide du débutant qui est totalement gratuit. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage pour ce confinement qui continue. Et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!